Bonsoir tout le monde. Veuillez prendre place. Donc, je déclare ouverte la séance de ce conseil municipal et je vais demander aux élus présents de signer le tableau d'émargement comme à chaque conseil municipal. Et je vais faire l'appel des membres du conseil municipal. Donc, Moran, Anne. Présente. Guy Vino a donné procuration à Anne Moran et juste pour information, la madame Vino est décédée. R. Clémentine donne procuration à Guillaume Claudette, Capelle Olivier donne procuration à Sandrine Coussane Sandrine, Présente. Raza Marie-Jo, Présente. Lacaze Olivier, Présent. Monté Josette, Présente. Blavette Guillaume, Présent. Diaz Marie-Jo, Présente. Petit Gérard, Présent. Basile Annabelle, Présente. Urcan Didier, Présent. Canova Séveline donne procuration à Fabrice Viginier, Boada Stéphane, Présent. René Salvat, Présente. Adèle Catherine, Présente. Castellar Cédric, Valenzuela Aurore, Présente. Ortiz Boudiou Alexandre donne procuration à Ghislaine Ballesté, Frade Emmanuel donne procuration à Marc Marty, Présent. Noguès Myriam, Présent. Ballesté Ghislaine, Présente. Sanchez Marie-Françoise, Présente. Viginier Fabrice. Présent. Voilà, le compte est bon. Alors, donc, je vous propose comme secrétaire de séance Marie-Josée Graza. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc, l'ordre du jour, le point 1 de l'ordre du jour, c'est le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 4 juillet 2024. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Est-ce que j'ai des observations? Non, je vous remercie. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Le deuxième point de l'ordre du jour, c'est un vote sur des mouvements à l'intérieur du budget, des décisions modificatives dont je vais passer la parole à notre directrice générale du service. Donc effectivement, décision modificative numéro 2 du budget principal. Donc on est sur une décision que vous avez pu en voir, parce que vous allez voir, qui est purement technique et bien même purement comptable, parce qu'on n'a pas de vrai mouvement budgétaire significatif. Donc pour commencer sur la section de fonctionnement, on est sur une décision qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 5 716 €, comprenant une baisse de la prévision des fournitures non stockées et autres matières et fournitures, en gros des plus petits achats de fournitures, de moins 5 440, qui a vocation à amender le chapitre 65 du même montant pour intégrer la participation de la commune à la démoustication au titre de l'année 2023, donc c'est l'organisme EID. Effectivement, on paye chaque année une participation à cet organisme qui lutte au niveau interdépartemental contre la prolifération des moustiques. Et nous avions prévu la provision pour 2024, sauf que celle de 2023 n'a pas été réglée en 2023. Donc on se retrouve exceptionnellement sur cette année à régler de participation. On a ensuite un petit mouvement de 276 € qu'on prélève sur les créances admises en non-valeur pour alimenter au chapitre 68 les provisions, dotations et dépréciations des actifs circulants. De quoi il s'agit? En fait, ce sont les provisions qu'on fait depuis que nous sommes passés en M57 pour justement provisionner le risque de ne pas recouvrer ces dépenses douteuses qui sont en cours de tentative de recouvrement par le Trésor public. Et dans le cas où on ne les récupérait pas, on provisionne et on récupère cette provision. Donc là aussi, on est sur une démarche plutôt comptable. Donc voilà pour la section de fonctionnement. Et en section d'investissement, donc on a deux petits mouvements. On a un mouvement de 50 000 € qui concerne un changement d'imputation interchapitre, donc entre le chapitre 21 et le chapitre 23, pour des travaux effectués sur le bâtiment de la gendarmerie qui avaient été imputés en 23, c'est-à-dire avec une vision pluriannuelle de ces mêmes travaux qui clairement ont été faits sur une année, donc on est sur du coup du chapitre 21. Et on a enfin un second mouvement en dépenses et en recettes, donc, qui budgétairement est neutre, de plus 150 000 € chapitre 041 dépenses, plus 150 000 € chapitre 041 toujours recettes.
Cette fois, on est sur des opérations d'intégration des avances sur travaux. Vous savez, c'est les avances que sont en droit de réclamer les entreprises lorsqu'elles débutent des chantiers. Elles demandent des avances avant d'avoir commencé. C'est le seul cas comptable où on fait des avances qui sont ensuite récupérées une fois que le solde de la mission, de la prestation est terminé. Voilà. Donc comptablement, c'est comptabilisé à part, c'est pas déduit de la prestation totale qui est rémunérée. Voilà pour cette décision purement technique. Voilà. Il y a des personnes qui veulent intervenir? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. La note projet de délibération numéro 3, ça concerne le budget annexe du port de plaisance. C'est une décision modificative. Et je vous oui. Alors ce point est effectivement retiré de l'ordre du jour. Je vous explique quand même pourquoi, parce que vous le reverrez dans quelques mois. L'objectif en fait de cette décision modificative était de faire une opération d'optimisation de gestion de la dette sur le port, puisqu'on a 2 emprunts dits CACIB qui sont des emprunts assez rares, mais qui ont l'avantage en fait, lorsqu'on rembourse de manière anticipée le capital, de générer des économies sur les intérêts dus. Donc là, clairement, on est suivi avec un cabinet qui nous accompagne sur la gestion et l'optimisation de la dette. On a vu cette opportunité-là, donc on souhaitait la mettre en œuvre. Sauf qu'effectivement, au niveau du timing, et après avoir concerté le trésorier payeur, il nous a apparu peu pertinent de le lancer sur cette fin d'année, le temps que ce soit mis en place avec les formalités administratives, puisqu'on devra la clôturer en fin d'année pour la réouvrir en début d'exercice 2025. Et comme l'intérêt de cette démarche, la génération de l'économie se fait sur la durée, si on le fait sur un mois ou deux, en fait, on aura plus perdu du temps et fait beaucoup de formalités pour générer zéro économie. Donc on représentera ce point, du moins ces écritures, cette démarche d'optimisation de la dette en début d'exercice 2025 pour pouvoir le mettre en place sur toute l'année. Voilà, mais donc là, en l'état, on souhaitait retirer le point de l'ordre du jour parce que niveau timing, c'est pas opportun. Voilà. Des explications complémentaires? Non, donc on doit voter qu'on a retiré? Non, c'était juste pour la compréhension. D'accord. Communauté des communes Albert Côte-d'Hermanie Libéris, révision des attributions de compensation. Vous savez tous ce que sont les attributions de compensation, c'est lorsque on délègue des compétences qu'on exerçait, on délègue en même temps les charges et on contribue à ces charges. L'avantage, c'est que quand on délègue des compétences aujourd'hui, l'attribution de compensation n'évolue pas, n'augmente pas, et donc ça fait que les communes à terme sont gagnantes. Donc vous avez un tableau qui récapitule les attributions de compensation. Est-ce qu'on a une diapo qu'on a montré tout à l'heure? Non? Donc est-ce que vous voulez des explications complémentaires? Non, c'est clair pour tout le monde. Je rappelle que cette année, l'attribution de compensation a baissé et que nous, on paie à la communauté des communes. Il y a les communes qui encaissent pour différentes raisons, parce qu'eux, elles ont récupéré les compétences et nous, on paie, et on paie, pour être complet pour le public, 129 357 €. Ça correspond à la bibliothèque, ça correspond au point d'enfance jeunesse, ça correspond à tout un tas de compétences qu'on aura transférées. Point 5. Encore, oui, encore. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point 5, c'est l'adoption des modalités de remboursement des déplacements professionnels du personnel municipal. Ça a été évoqué en comité, peut-être vous avez un mot. Oui, alors effectivement, on l'a présenté en comité social territorial lundi. Donc on est sur une délibération, toujours dans la démarche entreprise depuis quelques mois de remise à plat de délibération assez classique, mais qui, dans notre cas, datait d'un certain temps. Donc là, l'objectif, c'était de remettre à minima les montants... Pierre, tu peux mettre les montants que j'ai là. Ouais. De remettre les montants auxquels on doit, donc ce sont les montants légaux, entre guillemets, plafond. Donc on est sur 90 € effectivement dans des communes de moins de 200 000 habitants lorsqu'un agent part en formation ou en mission.
On est sur des grandes villes à 120 €, sur la commune de Paris 140 €, et pour les agents en situation de handicap, quel que soit le territoire, 150 €. Et sur le repas, nous sommes donc à 20 €. On rappelle aussi dans cette délibération, effectivement, sur les modalités de transport, qu'on privilégie plutôt le transport en commun dans une démarche de développement durable quand c'est possible. On privilégie bien sûr plutôt des billets de seconde classe à des billets de première classe sauf à prix équivalent. Enfin, voilà, ce genre de choses assez classiques, assez évidentes peut-être, mais en tout cas voilà, on repart sur une délibération actualisée qui nous permettra aussi de recommuniquer auprès des équipes pour qu'elles puissent s'organiser lorsqu'elles partent en mission et en formation. Voilà. Des explications complémentaires. Après, ça a été voté à l'unanimité par les personnes. Alors, il y a juste à dire que effectivement, lorsque vous avez reçu le document, il y avait une petite coquille, il y a deux colonnes là qui ont sauté lorsqu'on a fait la mise en page, et donc on vous a mis sur table, c'est ça, on l'a mis sur table. Ouais, et on l'affiche, voilà, le tableau complet. Voilà, vous avez bien les quatre montants concernant l'hébergement et non pas juste 90 et 150 €. Il y a bien 4 cas possibles. Voilà. Et juste une chose qui me chagrine pas, mais je préfère le dire. Vous indiquez dans la convention elle-même que vous rembourserez le transport sur la base d'un billet de seconde classe. Point à la ligne. Moi, j'aimerais bien qu'on écrive ou première classe à prix égal. Parce que là, moi, je me suis bagarré avec certaines. Ah non, c'est deuxième classe, on rembourse la deuxième classe, même si la première classe est moins chère. C'est stupide, surtout que nous, on est loin. Je ne sais pas quand on va à Paris. Bon, je trouve que c'est mieux de quand c'est écrit. On peut rajouter la mention, mais on le fait déjà quand un agent en fait réserve son billet et nous montre que regardez, le prix est équivalent ou inférieur, on le fait déjà. Parce qu'il y a quand même un volet, lorsqu'on reçoit les frais justificatifs, on examine en fait au cas par cas, c'est pas comme une petite collectivité, en plus on connaît les agents, on connaît Million, etc. Et c'est pas fait dans l'anonymat, et effectivement quand il y a des cas comme ça, on le fait intelligemment, donc on peut rajouter la phrase dans la délibération, c'est pas gênant du tout. Moi, comme j'ai eu ce cas-là, oui. Vendredi. Non, mais on le rajoute sans difficulté. Ils ont aussi du savoir. Ceci est à noter, est-ce que les personnes qui sont contre? Une question. Oui. Je vois que quand les gens préparent des concours, des examens, vous ne leur prêtez pas de véhicule. Alors, même si ils vont pour eux passer l'examen ou le concours, il est normal qu'ils s'hébergent, c'est normal qu'ils se payent le repas. Je pense que l'administration, sur la mairie, devrait leur prêter un véhicule, surtout s'ils sont plusieurs. Parce que quand on passe un concours, on se souvient que s'il y a 1000 ou 2000 personnes, il y a 100 ou 120 postes, ils ont beaucoup de chances de boucler l'examen ou le concours. C'est-à-dire qu'encore la personne va encore perdre de l'argent sans pouvoir l'obtenir. Je pense que c'est des facilités, voire même aller regrouper lors des concours, ça serait un petit plus à leur donner. On fait déjà beaucoup de petits plus. Alors, prêter un véhicule, faudrait-il encore en avoir à prêter? Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. On n'est pas sur une grosse collectivité avec un pool de véhicules qu'on peut effectivement prêter aux agents. Là, en l'occurrence, la plupart des véhicules qu'on a, on les utilise au quotidien pour le service public, donc on n'a pas cette possibilité-là. Après, sur le fait de soutenir la démarche de formation, puisque la question a été posée non pas par les agents eux-mêmes, mais par Madame Noguès en CST, et on a répondu, c'est-à-dire qu'on fait déjà certains efforts sur la formation professionnalisante, de manière générale, on accompagne les agents, on paye les 40 premiers kilomètres que le CNFPT ne prend pas en charge depuis quelques années maintenant, 2 fois, donc ça veut dire 80 km à charge pour l'agent en théorie, si on s'en fie à ce qu'applique le CNFPT, et nous on paye déjà une cotisation au CNFPT, donc on n'est pas censé repayer une deuxième fois. On le prend en charge parce que justement on estime que humainement c'est pas forcément juste par rapport à nos agents. Après, sur la démarche de formation, on autorise déjà nos agents sur des préparations concours, et c'est le seul cas à prendre sur leur temps de travail pour préparer des concours qui, clairement, nous, en termes de bénéfices, alors je suis d'accord avec vous, dans certains cas, on peut permettre aux agents d'évoluer en interne, et dans ces cas-là, c'est formidable, mais c'est pas tout le temps le cas. Des fois, il y a des agents derrière qui passent des concours et qui vont ailleurs dans le cadre d'une évolution classique de carrière, et on estime que c'est pas à la collectivité de prendre ça en charge, sachant qu'on contribue déjà en autorisant l'agent sur son temps de travail qu'on rémunère à aller, en gros, prendre en main sa carrière. Donc, de manière assez logique, effectivement, c'est un point qui peut être posé, mais de manière assez logique, il y a déjà cet effort qui est fait. On n'oblige pas l'agent à prendre sur ses jours de repos, on pourrait, il y a des collectivités qui le font, clairement.
Donc on est déjà dans une démarche globalement assez bienveillante. Après, effectivement, on a mis des limites puisque le CNFPT lui-même, qui propose ces formations, n'offre pas dans ce cas-là, le repas n'est pas pris en charge, etc. Donc on s'est un peu calqué sur ce qui se faisait, tout en étant voilà, assez objectif sur l'effort qui est déjà consenti. Après, on peut toujours faire plus, hein, mais voilà. Les agents eux-mêmes n'ont pas fait cette demande en fait. Donc on leur a expliqué voilà, notre position. Ils sont déjà très contents qu'on prenne en charge les 40 premiers kilomètres sur toutes les formations, ce qui est assez rare pour être souligné. Après, oui, il y a toujours des exceptions, mais je pense que déjà quand on accorde à un agent une prépa concours, qui est payé du coup que l'agent lui ne paye pas et qui est pris sur son temps de travail, c'est déjà un bel effort qui est fait. Il y a aussi des collectivités qui, comme je disais, refusent d'inscrire l'agent. Donc l'agent paye lui-même sa formation dans son coin sur son temps libre. Donc on fait déjà un certain nombre d'efforts. Après, effectivement, on peut toujours faire plus, mais là, raisonnablement, on était dans quelque chose qui nous semblait cohérent. Ils ne connaissent pas la solidarité nationale, certaines collectivités. Pardon ? Je dis, ils ne connaissent pas la solidarité nationale, certaines collectivités. Tout à fait. C'est très bien que la nôtre puisse se revendiquer d'une solidarité nationale. Bon, on fait de manière générale pour les agents, enfin moi qui ai fait beaucoup de collectivités, je trouve qu'on fait quand même toujours le maximum pour essayer d'être facilitateur. Voilà, les formations, on les encourage, on est même très content quand ils nous demandent pour y aller, donc on ne dit jamais non, on ne limite pas. Voilà, on est assez facilitateur sur tout ce qui est... Ça a été plus compliqué pendant des années, puisque ça fait pas longtemps qu'on a un plan de formation. Bon, c'est normal qu'on rattrape le temps perdu. Bon. En tout cas, voilà, là-dessus, on est... Mais c'est bien, l'intention est très bonne. Et en même temps, nationalement, c'est bien d'avoir des agents formés partout, parce que comme ils bougent justement, il vaut mieux, en permettant aux gens de se former, ça permet que quand ils se présentent à quelqu'un concours qu'ils vont ailleurs, ils soient bien formés, qu'il y ait plus de possibilités, etc. Moi, j'aime pas quand on me dit les agents de la fonction publique territoriale. Ouais, non, il y a des formations, ce sont des gens très bien. Et il faut les encourager à développer leur capacité. Parce que c'est au bénéfice de toutes les collectivités territoriales. C'est ce qu'on fait, ça. C'est pour ça que je dis. Pour le dire d'une manière plus humble, les agents sont payés quand ils vont faire une formation. Oui, mais c'est très bien. C'est pas sur le premier. Après, pour la de planification, les concours, vous inscrivez l'année avant, parce que là, on s'inscrit par exemple en 2024 ou 2025. Je pense que s'ils étaient regroupés, il y a peut-être moyen en anticipant de retrouver un véhicule, si c'était nécessaire. Vous voyez, parce que ça fait sur 6 mois, on n'a pas de véhicules, on a très peu de véhicules administratifs, entre guillemets, non techniques. La plupart de nos véhicules, c'est des véhicules techniques et le véhicule de la police municipale sérigraphié, donc on ne peut pas non plus leur prêter pour aller en dehors de pays. Et sur des véhicules administratifs, on en a très peu, donc c'est pas, on n'a pas, c'est pas qu'on ne veut pas, on n'en a pas à leur prêter, même s'ils sont 6 à rentrer dans la voiture. Donc, très bien, il faut le voter, je suppose. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le projet de délibération numéro 6, c'est une modification du tableau des apports permanents. Je vais vous proposer. Oui. Donc on est sur des créations de postes. Le premier, donc sur un emploi d'adjoint administratif à temps complet, donc qui est pour un agent qui était contractuel et qu'on souhaite stagiariser, qui donne satisfaction. Donc on est sur un poste plutôt au niveau de l'accueil, de l'hôtel de ville. Et les seconds, donc au service technique, donc là aussi des agents qui sont contractuels depuis un certain temps, qui donnent satisfaction et qu'on souhaite également stagiarisé, donc ça ce sont les deux premiers qu'on voit là sur le tableau. Donc il y en a un qui est au bâtiment, le second qui est au service environnement, et le troisième donc qui est une création, là pour le coup une création de poste, mais pour remplacer un agent qui s'est mis en disponibilité pour 3 ans, sauf que les deux agents n'ayant pas le même grade exactement. Du coup, on crée un poste et on supprimera probablement le poste de l'agent une fois qu'il sera vraiment parti. Et voilà, mais ça oblige un passage en CST. On mettra à jour le tableau des emplois, mais du coup, voilà, en termes de, on est sur des créations de postes, mais pas budgétairement parlant, ce sont des agents qu'on a déjà. Juste une chose, on me signale qu'au niveau des gens n'arrivent pas à voir le conseil municipal, ça émet. Non, il n'est pas retransmis en direct. On a un problème de technique, il est enregistré, il sera retransmis ultérieurement. Donc, est-ce que vous voulez intervenir sur cette délibération? Les personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Alors, le point 7, c'est
Modification toujours du tableau des emplois non permanents pour accroissement temporaire d'activité. Oui, donc là on est dans le cas de 2 agents. Alors pareil, budgétairement, cette décision est neutre, mais pour les agents eux-mêmes, elle ne l'est pas, puisqu'on était sur des agents qui avaient des petits contrats, donc c'est ce que vous voyez dans la 3e colonne. Un premier agent qui intervient sur l'entretien des locaux, la garderie et la fonction d'ADSEM en complément, qui faisait 20-35e plus des heures complémentaires mais récurrentes, qui intervenaient en fait chaque mois. C'était quasiment la même quotité, donc du coup cet agent, on le passe à 24 heures, 24-35e, ce qui correspond à la réalité en fait de ce qui est fait de manière récurrente, donc le besoin a évolué. Et dans le second cas, c'est le même principe, on était sur un agent qui à la base a un contrat de 10 heures sur 35, et qui en fait des heures complémentaires là aussi de manière récurrente. Donc on passe son nombre d'heures à son contrat à 20 heures sur 35, ce qui correspondait en fait là aussi à ce que l'agent fait réellement chaque mois. L'avantage pour l'agent est que quand il y a des heures complémentaires, elles sont payées sur le mois suivant, donc il y avait toujours un décalage pour l'agent entre son mois de paye et la réalité de ce qu'il avait fait. Là au moins ils seront payés de manière cohérente chaque mois sur ce qui a été fait dans le mois. Voilà. Éducation. Est-ce que les personnes sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Alors, le point 8 l'ordre du jour, c'est un point très compliqué à expliquer. J'ai demandé à M. Renard qui a conduit ce dossier. Donc M. Renard est le directeur du service urbanisme chargé de l'urbanisme. Et donc, il va vous donner toutes les explications nécessaires. Et qui sont pas simples. Et qui sont pas simples. Et qui sont pas simples, mais vous allez comprendre les grandes lignes de ce fameux rapport. Donc, je reprends le titre, le rapport triennal, très important, local et suivi, terme très important sur lequel je reviendrai aussi, de l'artificialisation des sols. Le rapport qui a été joint est un rapport relativement complexe que j'ai donc souhaité simplifier et synthétiser bien sûr, voire vulgariser à travers ce diaporama. Il est fait de 4 parties, donc je me suis quand même calqué sur cette structure à 4 parties. Et ce que je tiens à dire en introduction, avant de commencer à commenter cette première partie contexte, c'est que ce rapport c'est une obligation. C'est un devoir pour notre collectivité titulaire d'un plan local d'urbanisme opposable, une obligation imposée donc par le CGCT, d'une part, en complément bien sûr du Code de l'urbanisme, un article législatif qui découle lui-même de la loi Climat et Résilience, qui a été promulguée le 22 août 2021, déjà, il y a donc 3 ans, et qui plus est d'une loi complémentaire de 2023 intitulée loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs d'artificialisation des sols et d'accompagnement des élus locaux. Et c'est pas du luxe, voilà. Donc ça fait partie de ces mesures-là d'accompagnement, même si vous allez voir que c'est pas toujours évident de l'entendre. Donc ça c'est un constat, c'est un diagnostic territorial comme il en existe tant d'autres. C'est une photo état des lieux de ce qui a été consommé, et attention, cette consommation, elle s'appuie sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. C'est important, c'est un terme qu'on va donc réduire à CENAF, ou consommation des ENAF, donc un terme sur lequel je reviendrai, parce qu'il va être mis en valeur sur une première période sur la trajectoire ZAN, zéro artificialisation nette, un terme que vous avez sûrement déjà entendu parler. C'est la loi Climat et Résilience qui l'a mis en œuvre. Et cette trajectoire ZAN, donc je reviendrai dessus, c'est un objectif à 2050. Je commence par cette première diapo, donc ce contexte, parce que je me suis dit que moi-même, à la lecture de ce rapport, et de par ses prérogatives, j'avais besoin de mieux contextualiser, donc je me suis dit que j'allais faire un vrai focus, un petit peu plus développé, sur les diapos qui vont suivre, en commençant par celle-ci, un focus qui va vous permettre donc de mieux comprendre l'intérêt d'un tel rapport. Cette première diapo, je vais me contenter un peu de lire. Donc là, cette loi Climat et Résilience, je l'ai dit, elle nous impose donc à formaliser cette consommation par le biais de ce rapport. Et il est établi tous les 3 ans, il est donc triennal. Attention, c'est le rapport qui est triennal, on ne fait pas un focus sur les 3 années passées. Donc on est parti, nous on a fait le choix
de partir de 2011 jusqu'à 2023, l'année inclue de 2023. Pourquoi 2011 ? Parce que dans le texte de loi de la loi climat et résilience, il est indiqué que l'on pourra consommer entre 2021 et 2031 50% de ce qu'on a consommé entre 2011 et 2021. Donc c'est un schéma qui est assez simple à comprendre. Vous allez voir que ça se complexifie avec l'intervention du SCOT et surtout le fait que l'on soit déjà en 2024. Mais donc on est parti, nous, dans nos calculs, on est parti de 2011, volontairement. Ce premier rapport, donc, c'est l'année 2024, c'est le tout premier d'une série. On doit ce rapport jusqu'à l'année 2031, c'est-à-dire cette première partie, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure un peu plus en détail. Il est dit dans le texte de loi que c'est un rapport qui doit donner lieu à un débat. Mais ce terme est un peu galvaudé parce que ça va être donc plus un débat d'idées et d'observations qu'on va pouvoir collecter, récolter, qu'on va pouvoir intégrer dans le corps du texte de la délibération et qu'on pourra également soumettre dans le cadre de notre révision prochaine, révision générale de notre PLU, qu'on devrait prescrire en 2025, ainsi que dans le cadre de la révision numéro 2 du SCOT qui est en cours. Et elle est importante, cette prochaine révision générale, puisqu'elle permettra donc de mettre en compatibilité notre document d'urbanisme planificateur avec le SCOT notamment, ainsi que le SRADET, qui est un schéma régional. On appelle ça un PLU climatisé. Et c'est notre futur outil de travail. Ce rapport doit contenir la consommation des ENAF en hectares, donc je vais y venir. Là, c'est les surfaces renaturées connues, donc le retour à l'état naturel, je l'aborderai également, et toute autre information utile qui permettrait donc d'estimer cette consommation passée et à venir. Évidemment, c'est un rapport qui sera transmis à qui de droit, je l'ai dit, les préfets bien sûr, conseil régional et SCOT très important, le président du SCOT qui sera destinataire, puisque, je l'ai dit, ils sont en révision numéro 2, et donc ça va être un document qui va être déterminant dans le reconditionnement de notre plan local d'urbanisme à venir. Je passe donc aux quelques diapos explicatives. Alors j'ai fait ce choix-là parce que ça, c'est issu, je ne vais pas inventer, c'est issu donc d'un fascicule gouvernemental, tout simplement. Et je me suis dit que c'était le bon outil pour vous aider à mieux appréhender la présentation de ce rapport. Donc je fais vite et bref. Simplement, première diapo, pourquoi réduire l'artificialisation des sols. Donc un terme très important, l'artificialisation, que je déclinerai tout à l'heure. Mais simplement, on peut voir déjà qu'on parle de bénéfices, un terme qu'on va retrouver régulièrement, et qu'on souhaite évidemment conserver et entretenir les sols dits vivants, donc non artificialisés, pour les bonnes raisons connues, notamment pour lutter par exemple contre l'imperméabilisation des sols. On va comprendre aussi donc que cette artificialisation contre laquelle on va désormais lutter, elle est responsable de l'érosion de la biodiversité. Cette biodiversité, c'est donc un des objectifs, celle de la préserver et de la renouveler. On peut passer à la deuxième diapo. Donc le terme bénéfice revient. Ça veut dire donc que cette lutte contre l'artificialisation, elle a des portées bénéfiques. On va s'engager dans une lutte contre l'étalement urbain, donc une ville moins étalée, c'est ce qui est recherché dans les textes. Une ville moins étalée, c'est-à-dire moins de transport, moins de dépenses énergétiques, et on va favoriser donc un mode de vie à circuit court, avec des mœurs plus vertueuses. On peut passer à la suivante. Donc sur celle-ci, de nouveau, on va parler des bénéfices pour qui vient également, bien sûr, pour les collectivités, dans lesquelles les usagers ont décidé de faire leur vie. Et tout bêtement, ça signifie que les équipements publics vont être moins coûteux, plus rentables, plus vite rentables. C'est donc une opportunité pour la collectivité de rénover et de densifier également son tissu urbain existant, pour ne pas aller chercher les extérieurs, les périphéries. C'est évidemment l'opportunité d'améliorer son cadre de vie, à l'image d'un assainissement. Et puis, bien sûr, c'est une meilleure gestion des dépenses publiques, donc une dépense plus optimisée et plus équilibrée. On peut passer à la suivante. Donc ça va être une diapo qui est très importante. En partie droite,
je vous ai mis une explication qui prend tout son sens en noir. C'est si l'artificialisation des sols traduit globalement un changement de couverture physique, comme à l'image d'une imperméabilisation du sol, la consommation traduit, elle, un changement d'usage. À titre d'exemple, c'est le meilleur exemple certainement, un bâtiment agricole artificialise, certes, mais il ne consomme pas. Cette notion de consommation et d'artificialisation, elles sont complémentaires, mais elles ne signifient pas la même chose. C'est très important. Aujourd'hui, on parle d'un rapport sur le suivi de l'artificialisation des sols. L'artificialisation étant notre trajectoire jusqu'à 2050. Et le but étant de toucher cette ZAN. Mais dans cette première partie-là, dans le cadre de ce suivi, on va parler de CNAF, consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, donc sur la première partie qui va se décliner de 2021 à 2031. Passé 2031, on va entrer dans la deuxième partie, l'artificialisation, donc c'est de la sémantique, c'est ainsi que ça a été défini, où cette fois-ci donc on va juger la couverture physique des sols. Donc dans cette première étape, celle qu'on est en train d'aborder, je rappelle donc que cette consommation, on parle de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, de CNAF, quand on utilise ces espaces pour la création ou l'extension d'espaces urbanisés. Je reste sur cette diapo et je passe sur la bulle jaune d'en bas, mais c'est simplement un rappel de ce que je viens de dire. Donc on entrera dans cette seconde phase qu'à partir de 2031. Et je rappelle, j'y reviendrai, que entre 2021 et 2031, sur cette décennie, nous ne sommes censés consommer que 50% de ce que nous avons consommé entre 2011 et 2021. Donc de décennie à décennie, il y a un focus sur les hectares consommés, on les coupe en deux et on sait combien on devrait consommer jusqu'à 2031. Je le mets au conditionnel volontairement, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs paramètres qui sont entrés en jeu et qui complexifient cette simple logique-là, qui n'est pas forcément valable et adaptable pour tous les territoires. On peut passer. Merci. Donc, cette première partie étant passée, moi je vais rentrer un petit peu dans le dur, dans ce qu'a essayé de mettre en exergue ce rapport. Et j'enchaîne sur cette partie 2, l'analyse des données générales. Donc ces données générales, ce sont des données nationales. On a des outils qui ont été mis en place par le législateur, par le gouvernement, en commençant par les données issues de l'Observatoire de l'artificialisation qui existe. On a un observatoire donc très généraliste qui va montrer des tendances chiffrées au niveau national entre 2011 et 2023. 2023 non inclus. Donc jusqu'au 1er janvier 2023, mais ça comprend jusqu'à 2022 inclus. Donc déjà ça commence. C'est-à-dire qu'on a un observatoire qui va travailler de 2011 à 2022. Je me permets de faire un focus sur ces dates-là, sur cette chronologie-là, parce que vous allez voir qu'elle complexifie le reste de notre mise en parallèle. Ensuite, donc, à l'échelle de ce territoire français, on va simplement constater que la consommation de ces espaces naturels, agricoles et forestiers est légèrement à la baisse depuis 2011. En 2022, on a consommé plus de 20 000 hectares. Difficile de s'en rendre compte. On est sur une très modeste baisse, voilà, parce qu'on est sur une légère augmentation depuis 2 ans. Baisse depuis 2011. Ensuite, on a un autre outil complémentaire qui s'appelle mon diagnostic artificialisation. Vous pouvez même le consulter vous librement sur Internet, qui est donc à destination des communes. Donc on va essayer d'avoir une échelle beaucoup plus locale, communale, que je déclinerai dans la partie 3. Cette échelle, elle est très importante pour nous, c'est un peu la plus probante. Elle va s'appuyer donc sur des données fichiers fonciers du CEREMA. Donc le CEREMA, c'est une institut importante en France, c'est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. On va donc retrouver des fichiers fonciers par an et par commune, donc parmi les IM entre 2011 et 2022 également, et toujours en hectares. Ces premiers fichiers, donc, sur non pas 10 ans mais 11 ans, ils nous exposent qu'on a consommé 18,1 hectares de ces espaces naturels, agricoles et forestiers, dont 4,7 hectares destinés à l'habitat. Ce
Ce que je souhaiterais dire en complément, c'est que la collectivité, tout comme le cabinet Gaxieux qui a travaillé pour nous sur ce sujet, étant donné qu'ils ont réalisé la dernière révision de notre plan local d'urbanisme, notamment, on ne peut pas modifier ces données. On s'appuie sur des données chiffrées, imposées par ces observatoires. On ne peut pas non plus les contester, jusqu'à preuve du contraire. Et on ne dispose pas non plus d'explications et de justifications pour tous les chiffres qui sont à disposition. Dans le rapport, vous retrouverez un graphique, par exemple, avec la répartition des destinations de ces sols, qui n'est pas toujours explicable, pas toujours interprétable, et de toute façon c'est une période passée, et on va s'appuyer dessus simplement sur le nombre d'hectares pour tenter de planifier les hectares constructibles résiduels. Sachant que ces fichiers fonciers, ils s'appuient sur des fichiers MAGIC, c'est-à-dire des données de la DGFiP que l'on reçoit annuellement pour actualiser nos données cadastrales, qui sont donc injectés dans notre logiciel, notre progiciel cadastral. Des fichiers également INSEE, tout ça c'est croisé, et des fichiers IGN avec le fichier OPS-GE que je vais décliner dans la partie 3. Donc on peut enchaîner et je vais entrer dans cette partie 3 avec l'analyse des données locales. Donc ce diagnostic artificialisation, il va s'appuyer sur des données partielles d'occupation des sols à grande échelle qui sont mises à disposition par l'IGN, par les services de l'IGN, mais cette fois-ci, ces données-là, elles sont interprétables partiellement parce qu'elles ne se calquent que sur la période 2018 à 2021. Donc, c'est pas très objectif puisqu'on ne travaille pas sur la même chronologie. Mais elles nous permettent, sur cette période-là, d'avoir une vue plus fine de cette consommation. Je fais simplement un petit rappel, notre territoire va comporter plus de 4000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers, ce qui est énorme, pour seulement 142 hectares d'espaces consommés. On le sait, c'est un territoire qui est grévé par de nombreuses servitudes d'utilité publique qui sont vouées à protéger, préserver et valoriser cet environnement naturel. Ensuite, le second point, ce sont donc des données issues des autorisations d'urbanisme 2023. Donc attention, elles ont été simplement délivrées, ça ne veut pas dire que les terrains ont été consommés, mais elles ont été comptabilisées dans ces totaux-là pour avoir un recul beaucoup plus objectif, puisqu'on était capable de dégager la consommation de cette année 2023 en s'appuyant simplement sur notre registre municipal. Donc on rajoute un petit peu de chiffres et en essayant d'avoir une donnée plus objective, au point de comprendre donc que l'on a consommé en 2023, en tout cas en théorie déclarative, 2500 m² environ de CENAF. À la question à quoi ça correspond, je peux d'ores et déjà vous dire que ça correspond grandement au permis de construire Agir Promotion qui correspondait à la construction de 11 villas qui est actuellement en stand-by derrière la résidence KVR. On était en zone AU, à urbaniser, donc aujourd'hui c'est de la zone naturelle en l'état et ce permis est voué à transformer cette zone, cette surface. Mais c'est un permis, je complète mes propos, qui a été porté par Fondeville Immobilier, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, Fondeville ayant des difficultés financières connues, les travaux n'ont pas démarré, donc ce n'est pas des travaux effectifs. Mais on les a comptabilisés puisque potentiellement, demain, ça pourrait être urbanisé. Le troisième point que j'aborde dans ces analyses locales, cette analyse des données locales, ce sont les surfaces renaturées. Alors, ce que j'ai mis, c'est qu'aucune remise en état naturel n'a été recensée, en tout cas de manière conséquente. La vérité, c'est que c'est aussi un terme qu'on ne maîtrise pas bien. On comprend ce que ça veut dire, une surface renaturée, remise à l'état naturel, mais on ne sait pas encore trop dans nos mœurs. C'est difficile aussi de qualifier une zone renaturée concrètement. Cet état naturel il est discutable d'un point de vue législatif aussi. On le sait de par les champs photovoltaïques par exemple qui peuvent se développer, qui peuvent bénéficier de cette appellation. Mais bon, ce qui est sûr c'est que c'est un terme qu'il va falloir apprivoiser et injecter de plus en plus dans nos échanges, nos réflexions,
que ce soit dans la construction elle-même, la consommation du terrain ou la réfection de voirie, par exemple. Ce sont des discussions qui sont en cours. Donc il va falloir aussi qu'on se familiarise avec ce terme pour l'inclure. C'est important de l'inclure dans notre réflexion de manière globale. Pourquoi? Parce qu'une surface renaturée, eh bien, c'est une surface donc, qui n'est plus imperméabilisée. Donc on pourrait très bien en bénéficier et l'intégrer dans les surfaces constructibles qu'on pourrait nous octroyer à terme. On peut imaginer un parking qu'on remettrait à l'état naturel, qui conserverait un usage de stationnement, mais sur un revêtement ou un recouvrement pour eux et qui rentre bien sûr dans un cahier des charges d'État suffisant. On pourra en rediscuter après, je vais au bout. Je continue. Donc toujours dans cette troisième partie, le cabinet d'études a souhaité également faire un parallèle avec le bilan du SCOT. Alors, là où tout est discutable et là où on perd en objectivité, je ne peux que le reconnaître, c'est que ce bilan du SCOT, il a été fait en 2022. Ce SCOT est en révision numéro 2, je l'ai dit, notamment de par la loi climat et résilience, mais ce SCOT, là où il est difficile à prendre en considération, c'est que d'abord, c'était une première génération de SCOT, c'est que lui, le SCOT a été établi pour une période de 2019 à 2028, donc on est sur une autre période, une autre chronologie, et qui donc il est déjà en révision en 2024, depuis 2023, et qu'en plus, il ne s'appuyait pas sur le même territoire, puisque là, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, que la définition des intercommunalités a changé entre-temps. Donc lui, il a travaillé sur des territoires qui n'existent plus aujourd'hui, avec des fusions intermédiaires. Donc il est très difficile de confronter les chiffres d'antan aux chiffres actuels de consommation. Néanmoins, de par le bilan qui a été tiré en 2022, qui a donc 2 ans, le cabinet a pu dégager les 2 axes qui apparaissent dans le DO, donc le document d'orientation et d'objectif, qui est un peu la feuille de route du SCOT. Axe A, orientation objectif relatif à l'organisation et à la structuration de l'habitat. Le cabinet a dégagé un total respect donc, des enveloppes foncières qui avaient été attribuées par le SCOT. En l'occurrence, sur cette période de 2019 à 2028, le SCOT nous avait attribué une consommation possible et potentielle de 12 hectares d'habitat, 5 hectares d'économie et 5 hectares mixtes. Donc on est largement en dessous de ça, et c'est inscrit dans la confrontation à l'axe B, juste en dessous, quant à la structuration des zones urbaines, où il est mis en exergue que l'on a consommé que 8 hectares et demi environ entre 2018 et 2023. En sachant que, et en complément, il est dit que le territoire de la Côte-Vermeille, on peut encore le regarder aujourd'hui, même si on n'est plus dans la même interco, aujourd'hui c'est la CCA-CBI, mais quand bien même si on prend commune par commune, on peut toujours définir le territoire de la Côte-Vermeille assez facilement, et on constatera donc une baisse de cette consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers depuis 2009 sur le développement économique et l'habitat, même si, là également, je ne vais rien vous apprendre, même s'il y a une forte augmentation de ces 2 axes, économie et habitat, sur ce que je peux qualifier de plaine, c'est-à-dire les secteurs d'Argelès, Aisne et au pied des Alberts de manière générale, notamment sur le résidentiel. Donc si je devais conclure, ce que je vais faire, sur cette période de 2011 à 2023, ça c'est le focus qu'on a, c'est notre parti pris, ce focus chronologique, on peut constater que la commune de Banyuls est plutôt un bon exemple sur ce territoire, même revu et corrigé, même après la fusion, puisqu'on a consommé, donc, jusqu'à 2023 inclus, un équivalent de 18,3 hectares, voilà, ce qui représente simplement 0,44% sur la totalité de la commune, puisqu'on a un très grand territoire qui bénéficie donc de nombreuses protections. Donc une consommation respectueuse de tous les totaux qui nous avaient été suggérés par le SCOT, et au regard de des villes, de nos communes mitoyennes. Donc le prochain rapport sur lequel on devra statuer, il comprendra en plus 2024, 2025 et 2026, et il sera pris donc courant 2027
Le mois d'août était simplement le mois de référence par rapport à la promulgation de la loi climat et résilience. Mais d'ici là, je le rappelle, je l'ai dit, je me répète, mais c'est très important, c'est vraiment un tournant dans l'histoire de l'urbanisme, dans la législation urbanistique. On va se lancer, on va devoir prescrire la révision générale d'un PLU de nouvelle génération qui va se traduire par de nombreux axes relatifs au développement durable, à la sobriété énergétique et donc avec une consommation qui va nous être difficile à accepter. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce premier objectif de 50% d'urbanisation entre 2021 et 2031. Il risque d'être plus élevé, ça c'est le SCOT qui va nous l'imposer, puisque hiérarchiquement il nous ordonne. Ce SCOT il est en train de calculer, les chiffres précis ne sont pas sortis, mais il y a un taux d'effort qui est déjà révisé largement. Pourquoi? Parce que c'est simple. On est censé construire entre 2021 et 2031 les 50% de la décennie précédente, sauf qu'on est déjà en 2024. Donc on est déjà entré dans cette décennie-là de calcul. Donc on a perdu du temps, on pouvait s'en douter, mais bon, le législateur a donné ces consignes-là, et donc ça veut dire que le taux d'effort va être plus important. On parle de taux d'effort qui devrait être supérieur donc à 50%. Ça veut dire qu'on devrait être amputé de quelques hectares, et on devrait urbaniser moins de 50%. Voilà. Et on attend le chiffre final, c'est-à-dire combien d'hectares constructibles résiduels vont nous être octroyés par rapport à notre PLU actuel. Ça veut dire plus concrètement qu'on va nous enlever, on va nous retirer des zones classées, zonées aujourd'hui, à urbaniser. Ça c'est très important de le comprendre. On pourra toujours construire dans le tissu zoné U, c'est-à-dire urbain, urbanisé. C'est-à-dire qu'on va profiter des dents creuses, on va profiter peut-être des arrières de jardin, on va permettre dans notre règlement de pouvoir densifier, que ce soit par la hauteur ou la largeur. Donc on va peut-être, je dis bien peut-être, ce n'est qu'une éventualité et une position que vous devrez prendre, on va peut-être permettre donc que notre règlement soit plus simplement permissif, mais dans tous les cas, on va moins s'étaler et on va devoir sacraliser certaines zones à urbaniser qui vont retrouver le statut de zone agricole, s'il y a un intérêt agricole, ou à minima naturel, c'est-à-dire plus de construction. Voilà. J'ai fini. Merci. Merci de ces explications, parce que c'était pas simple. Si je comprends bien, parce que j'ai lu l'arrêté du ministère de l'écologie, j'ai lu la circulaire de Gazan, en fin de compte, ils essaient de faire revenir, on va dire, le vert dans le cœur de la ligne, c'est bien ça. Oui. Quand on lit, on voit qu'il demande d'utiliser déjà les friches industrielles, de construire déjà dans l'existant, de faire en sorte que ce ne soit pas bétonné ou boulonné. C'est bien ça, construire des habitations en petits collectifs, on va dire, à étage avec un nombre de surface. Oui. Mais là, ma question elle est, quand je vois Wagnou-sur-Mer, je vois la rue Jules Curé, je connais Ramar, on va faire 30 maisons. Castelbert, on va faire 100 logements. Derrière la zone de retraite pour le Rech, on va faire un lotissement. Oui. Et la rectorie du jour, les 140 maisons. Oui. Quel est l'avenir de. Je ne vois pas d'où tu sors les 700 appartements à Castelbert. À 700, 100, c'est marqué 100 logements. C'est ça, c'est trop longtemps. Moi je liste à un moment donné, c'est 100 logements. Alors qu'est-ce que ça va devenir? Il y a marqué 100. Et qu'est-ce que ça va devenir? Ça va être remis en discussion, il y a une étude là-dessus de ce qui a déjà été fait. Alors, quand je disais qu'on attendait les chiffres du SCOT, ils vont être déterminants pour nous, comme toutes les collectivités qui sont dans la même transition, c'est qu'on ne sait pas encore quels sont les paramètres et les indicateurs qui vont prendre en considération. Je m'explique. Par exemple, on a délivré le permis d'aménager de la rectorie. Mais, à ce jour, on attend d'avoir la confirmation, il n'est pas comptabilisé dans les hectares construits. Il n'a été que délivré. Donc ça veut dire que selon le nombre d'hectares qu'on va nous attribuer, il va falloir déduire de ce chiffre-là l'équivalent du lotissement qui va être donc de 6,5 ou 7 hectares. Voilà. Donc ce qui va prendre une grosse partie des hectares constructibles. Mais on ne sait pas encore si c'est cette règle-là qui va primer. C'est parti comme ça, oui. Et c'est valable donc pour tous les permis qu'on aurait pu délivrer dès lors, mais qui n'ont effectivement pas commencé, qui n'ont pas fait l'objet d'une ouverture de chantier, par exemple, déclarativement, ou qui n'ont pas commencé physiquement les travaux. Ou alors même, il est possible qu'on prenne qu'en considération
l'achèvement des travaux, c'est-à-dire qu'on arrive à l'étape de contrôle de conformité pour déduire définitivement ces espaces urbanisables. Ensuite, oui, la place des îlots de fraîcheur ou des micro-poumons verts à l'échelle de quartiers, de résidences vont être encore et toujours encouragés. Aujourd'hui, il existe déjà des outils pour sacraliser ces espaces-là. On les utilise ou pas, mais il y a déjà des possibilités. Demain, on va être encouragé à le faire, mais paradoxalement, j'insiste sur ce paradoxe, puisqu'on ne peut plus s'étaler, on va aussi nous proposer d'aller chercher ces dents creuses et d'aller aussi densifier dans ces dents creuses pour, par exemple, répondre aux besoins simplement de production de logements. Aujourd'hui, il y a aussi une carence de production de logements. On a plus de demandes que d'offres. Peu importe l'offre, je ne rentre pas dans ces détails. Mais dans tous les cas, on a aussi des ambitions sur ce sujet-là. On a des obligations aussi sur ce sujet-là. Le SCOT traite aussi de la production de ces logements. Aujourd'hui, on est en dessous de cette production. Il était dit qu'à l'échelle du SCOT, on devait produire 1% par an. On n'en est qu'à la moitié. Et ben, nous, ce compris. Et d'ailleurs, le simple parallèle qui a été fait avec le bilan du SCOT, c'est que certes on était bon élève, on était vertueux parce que finalement on avait consommé moins. Mais si on consommait moins, on produisait moins aussi sur cette thématique logement. Attention. C'est assez produit en tout ça. Voilà, donc ça veut dire que aussi on a tout ce paradoxe-là, il va falloir arbitrer entre ces espaces à préserver, parce qu'ils auront une utilité, un intérêt, et puis aussi les espaces qu'il faudra laisser s'urbaniser dans ces roches urbanisables. Attention aussi, je me permets, monsieur le maire, c'est que aujourd'hui, si moi j'ai mon terrain en zone urbanisable, il est depuis 10 ans, 15 ans, j'aimerais qu'il le reste parce qu'il a pris de la valeur, clairement, on est à nous, c'est pas à vous que je vais la prendre, vous êtes tous propriétaires fonciers. Demain, on me le met en zone UN, c'est-à-dire naturelle, voilà, en espace boisé classé ou autre. J'ai perdu mon terrain. Clairement, je ne peux plus rien en faire, enfin, il n'y a plus de valeur pécuniaire. Donc, il y a cet arbitrage-là aussi, avec la population. Donc, il faut mettre en corrélation tous ces objectifs et trouver le juste milieu. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va faire des malheureux, peut-être des heureux aussi, mais il y aura le lot de mécontents. Voilà. Oui, moi c'est un peu aussi notre question. On dit qu'il faut construire différemment. Mais ça nous incite quand même, ce texte, à construire en hauteur, à concentrer. Oui. Est-ce qu'on va changer les hauteurs constructives? Parce qu'à un moment donné, moi je ne sais plus, Sarkozy avait déjà fait sa loi pour construire un peu haut. Est-ce qu'on va... c'est vraiment compliqué. Parce que ça veut dire qu'on va concentrer dans la ville, alors qu'on explique qu'en termes de sécurité, toute une série de choses, la concentration c'est quand même pas extraordinaire. Bon, passons, mais c'est quand même une vraie question. On nous fixe des objectifs de construction, si j'ai bonne mémoire, c'est 395, qui est fixé par an, dans le cadre du SCOT, des ambitions de logement. Comment on va arriver à concilier le besoin de logement, le besoin de renouvellement de génération, puisqu'on parle à chaque conseil municipal de logement des jeunes ménages, comment les faire venir, avec donc des terrains qui prennent de la valeur ou s'effondrent complètement, parce que si certains sont classés en zone naturelle, ça augmente la valeur des autres, puisque la raréfaction du nombre de terrains, c'est la loi du marché, ça augmente la valeur. On se trouve dans c'est une situation cornélienne quand même. Je suis bien d'accord qu'il faut qu'on ait un débat. Bon, c'est un peu, il faudrait pouvoir l'anticiper et recommencer notre débat un petit peu plus tard, parce que vraiment il va y avoir besoin de la réflexion de tout le monde pour voir comment on peut sortir de cette situation. Parce que ça veut dire au bout d'un moment que soit on construit un très grande hauteur, soit les gens vont devoir aller se loger très loin, dans des villages qui ont encore un petit peu de possibilités, puisqu'ils sont au départ moins attractifs. Mais donc, finalement, la vocation écologique de la loi, elle est battue en brèche, puisque les gens vont devoir faire des trajets plus longs. Donc, tout ça, c'est pas si simple que ça a l'air sur le papier. Et c'est nous qui avons envie de payer les pots cassés. Moi, je partage votre avis complètement. De toute façon, c'est
une réglementation qui est pleine de controverses et de contradictions. Parce que d'un côté, on nous dit construisez parce que les gens ne peuvent plus se loger, de l'autre côté, on resserre. Moi, j'imagine pas, je prends ce quartier de Capoune, raser les toits et faire 2 étages de plus. C'est pas possible, c'est pas vivable. C'est pas vivable. Non, mais même, c'est pas vivable. Il y a déjà une concentration de logements là-bas. Comment on fait pour se garer, comment on fait pour circuler, comment on fait pour vivre dans ces conditions. Mais le débat, il est pas tout à fait là, parce qu'on vous dit concentrer, mais on vous dit en même temps, vous n'aurez le droit de construire que la moitié de ce que vous avez déjà construit. Donc ça veut dire que peut-être qu'il nous restera à construire à partir de maintenant moins de 10 hectares. Peut-être 7-8 hectares, peut-être moins, peut-être moins. Non, c'est au logement, même en hauteur. Même en hauteur. Il y a le coefficient qui... Même à la hauteur. Même à la hauteur. Donc ça veut dire que c'est extrêmement complexe. De toute façon, il y a des zones dont vous parlez à Castelvert, à mon avis, qui ne se feront pas pour différentes raisons économiques. Ça fait 30 ans que j'entends parler à Castelvert, et à mon avis, ça ne se fera pas. Ce sera certainement les premières zones qui seront touchés par ça, mais la perversion, c'est qu'on va dire à des gens qui avaient le terrain à bâtir, ils devaient bâtir le terrain. Et quand les familles ont fait des partages, les enfants ils ont hérité d'un terrain à bâtir, ils n'ont plus à bâtir. Les personnes qui veulent habiter à Bagnols-sur-Mer, comment ils vont faire? Avec une spéculation qu'on est en train d'aggraver. Moi j'ai été complètement sidéré quand j'ai fait toute les réunions de chantier au Cap d'Oune. Il y a des boîtes à clés partout. C'est-à-dire que les vieilles maisons traditionnelles de Bagnolet qui étaient en monteur, ils ont été plus malins que nous. Il y a plein de gens qui sont venus, qui ont acheté ces maisons. Nous on disait, mais ils sont fous d'acheter ça, c'est trop cher. Non, ils ont fait 3 appartements. Dans une maison, vous aviez une voiture, parce que c'était des personnes âgées, vous avez maintenant 3 voitures, voire 4 voitures, et avec plusieurs appartements. Donc on est en train, et des gens qui ne vont pas venir toute l'année. Donc on est en train quelque part aussi de désertifier nos villes et d'accélérer le problème des Airbnb, des résidences secondaires, etc. Donc c'est un vrai casse-tête. Moi je pense qu'on est trop loin de la vérité pour se lancer sur des polémiques, je suis pour ci, je suis pour ça. Moi je pense qu'il faut qu'on attende d'avoir les chiffres, de bien réfléchir sur les possibilités qui sont les nôtres. Voilà, la modification du PLU nouvelle génération qui sera obligée d'être en compatibilité avec le SCOT, qui sera complètement obligé d'être en compatibilité avec le SCOT, nous obligera à faire certaines restrictions. Donc on n'est pas dans une démarche de construire à tout vent. Et moi j'ai pas d'opinion là-dessus en disant malheureusement ou pas malheureusement, sauf que comme vous l'avez rappelé, on a du mal à loger les jeunes et on est en train de créer nous-mêmes la spéculation qui est déjà très forte. Donc c'est pour ça que quand on dit on va faire un lotissement, et on aura l'occasion d'en parler sur la prochaine délibération, il y a cette partie de coopérative foncière qui va peut-être nous intéresser. Mais malgré tout, on est dans une situation extrêmement complexe, voilà, et sur laquelle personne n'a une vérité. Et ça touche toutes les communes. Oui, mais enfin, de toute façon, il faut quand même respecter, parce que moi, quand je vois Argelès, il n'y a plus une zone verte. Il ne faut pas tomber dans l'exagération non plus. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'on va faire. Moi voilà, c'est ça. Je vais vous dire, oui, c'est le juste milieu, comme disait monsieur, il faut trouver un juste milieu pour pouvoir essayer de conserver les deux par rapport à ce qui va être mis en place. Complètement, mais je voudrais juste rappeler à l'Assemblée qu'on est rentré dans une démarche ODD, Objectif de développement durable, et qu'on a fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts pour être vertueux. Alors, on n'est pas vertueux à 100% parce qu'on n'est pas parfait, mais je rappelle qu'une rivière où il y avait 300 voitures, c'est devenu une rivière où il y a des canards, peut-être un peu de moustiques, mais il y a de l'eau, il y a une vie, et on a renaturé cette rivière. Tous les aménagements qu'on est en train de faire, et on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines qui viennent, on est sur une démarche justement d'amener de la fraîcheur, des séjours de fraîcheur, et de planter nos cultures. Donc on est en train de travailler. Mais c'est compliqué à Bagnols, parce que je prends la rue Jules Le Curie ou la rue Richelieu, il y a beaucoup de cailloux, c'est dur, donc on ne peut pas planter où et n'importe comment. Mais on y travaille, et c'est l'ambition qu'on a. C'est pour ça qu'on a créé ce poste avec notre ami Hélène Ferré, qui justement travaille sur
sur le développement durable et comment on arrive à faire fonctionner tout ça. Moi, je crois beaucoup au développement durable. Je ne suis pas un intégriste de l'écologie parce que ça va tuer nos économies, ça va tuer nos villes. Moi, je pense qu'il faut qu'en même temps, on puisse se développer et en même temps créer de l'attractivité dans nos communes. Si on ne fait pas les deux simultanément, avec beaucoup de réflexion et beaucoup de prudence, on va faire beaucoup de mal à cette ville. Mais il y a d'autres villes aussi. Et simplement, je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est 2050. Alors c'est un texte, peut-être que cette loi sera, il y a un nouveau gouvernement qui devrait être installé, donc c'est peut-être aussi des principes qui seront revus et corrigés, mais l'objectif c'est 2050, zéro artificialisation nette. Ça veut aussi signifier qu'une fois que ces hectares qu'on nous aura laissés seront consommés, seront artificialisés, et si on endigue la verticalisation, parce qu'on a des servitudes non altus tolendi par exemple, sur la vue, c'est ce qui fait l'attrait de Banyuls, donc on ne peut pas non plus casser cette permission-là. Voilà, et si on fige un petit peu nos gabarits et nos volumétries, ça veut dire que Banyuls, dans quelques années, je ne sais pas quand, ça je ne suis pas capable de le dire, ça sera plein comme un œuf. Voilà. Et on ne pourra plus construire. Plus de nouveaux habitants, en théorie, à part des roulements qui seront sur les habitations existantes. Et je vais rajouter un point très injuste, c'est que les communes qui ont dépassé ou qui ont beaucoup construit, parce qu'en vérité, quand on dit 380 logements, la règle, c'est pas tout à fait celle-là. La règle du SCOT, c'était de dire vous pouvez faire 1500 logements sur les 4 communes de la Côte-d'Armeille en 15 ans. Et donc, après, très amicalement, voilà, on se laissait entre guillemets un peu partagé en fonction du nombre d'habitants. J'ai perdu mon terrain. Clairement, je ne peux plus rien en faire, enfin, il n'y a plus de valeur pécuniaire. Donc, il y a cet arbitrage-là aussi, avec la population. Donc, il faut mettre en corrélation tous ces objectifs et trouver le juste milieu. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va faire des malheureux. Peut-être des heureux aussi, mais il y aura le lot de mécontents. Voilà. Oui, moi c'est un peu aussi notre question. On dit qu'il faut construire différemment, mais ça nous incite quand même ce texte à construire en hauteur, à concentrer. Est-ce qu'on va changer les hauteurs constructives? Parce qu'à un moment donné, moi je ne sais plus, Sarkozy avait déjà fait sa loi. Est-ce qu'on va... c'est vraiment compliqué, parce que ça veut dire qu'on va concentrer dans la ville, alors qu'on explique qu'en termes de sécurité, toute une série de choses, la concentration c'est quand même pas extraordinaire. Bon, passons, et c'est quand même une vraie question. On nous fixe des objectifs de construction, si j'ai bonne mémoire, c'est 395, qui est fixé par an, dans le cadre du SCOT, des ambitions de logement. Comment on va arriver à concilier le besoin de logement, le besoin de renouvellement de génération, puisqu'on parle à chaque conseil municipal de logement des jeunes ménages, comment les faire venir, avec donc des terrains qui prennent de la valeur ou s'effondrent complètement, parce que si certains sont classés en zone naturelle, ça augmente la valeur des autres, puisque la raréfaction du nombre de terrains, c'est la loi du marché, ça augmente la valeur. On se trouve dans c'est une situation cornélienne quand même. Je suis bien d'accord qu'il faut qu'on ait un débat, bon, c'est un peu, il faudrait pouvoir l'anticiper et recommencer notre débat un petit peu plus tard, parce que vraiment il va y avoir besoin de la réflexion de tout le monde pour voir comment on peut sortir de cette situation. Parce que ça veut dire au bout d'un moment que soit on construit un très grande hauteur, soit les gens vont devoir aller se loger très loin, dans des villages qui ont encore un petit peu de possibilités, puisqu'ils sont au départ moins attractifs. Mais donc, finalement, la vocation écologique de la loi, elle est battue en brèche, puisque les gens vont devoir faire des trajets plus longs. Donc, tout ça, c'est pas si simple que ça a l'air sur le papier. Et c'est nous qui allons payer les pots cassés. Moi, je partage votre avis complètement. De toute façon, c'est une réglementation qui est pleine de contradictions et de contradictions. Parce que d'un côté, on nous dit construisez parce que les gens ne peuvent plus se loger, de l'autre côté, on resserre. Moi, j'imagine pas, je
prendre ce quartier de Caldoune, raser les toits et faire 2 étages de plus. C'est pas possible, c'est pas vivable. C'est pas vivable. Non, mais même, c'est pas vivable. Il y a déjà une concentration de logements là-bas. Comment on fait pour se garer, comment on fait pour circuler, comment on fait pour vivre dans ces conditions. Mais le débat, il est pas tout à fait là, parce qu'on vous dit concentrer, mais on vous dit en même temps, vous n'aurez le droit de construire que la moitié de ce que vous avez déjà construit. Donc ça veut dire que peut-être qu'il nous restera à construire à partir de maintenant moins de 10 hectares. Peut-être 7-8 hectares, peut-être moins. Peut-être moins. Non, c'est au logement. Même en hauteur. Même en hauteur. Il y a le coefficient qui... Même à la hauteur. Non, même à la hauteur. Donc ça veut dire que c'est extrêmement complexe. De toute façon, il y a des zones dont vous parlez qu'à Sévère, à mon avis, qui ne se feront pas pour différentes raisons économiques. Parce que ça fait 30 ans que j'entends parler qu'à Sévère, et à mon avis, ça ne se fera pas. Ce sera certainement les premières zones qui seront touchées par ça, mais la perversion, c'est qu'on va dire à des gens qui avaient le terrain à bâtir, ils ne peuvent pas bâtir tout le terrain. Et quand les familles ont fait des partages, les enfants ils ont hérité d'un terrain à bâtir, ils n'ont plus à bâtir. Les personnes qui veulent habiter à Bagnols-sur-Mer, comment ils vont faire? Avec une spéculation qu'on est en train d'aggraver. Moi j'ai été complètement sidéré quand j'ai fait toute les réunions de chantier au Cap d'Oune. Il y a des boîtes à clés partout. C'est-à-dire que les vieilles maisons traditionnelles de Bagnolais qui étaient en monteur, ils ont été plus malins que nous. Il y a plein de gens qui sont venus, qui ont acheté ces maisons. Nous on disait, mais ils sont fous d'acheter ça, c'est trop cher. Non, ils ont fait 3 appartements. Dans une maison, vous aviez une voiture, parce que c'était des personnes âgées. Vous avez maintenant 3 voitures, voire 4 voitures, et avec plusieurs appartements. Donc on est en train, et des gens qui ne vont pas venir toute l'année. Donc on est en train quelque part aussi de désertifier nos villes et d'accélérer le problème des Airbnb, des résidences secondaires, etc. Donc c'est un vrai casse-tête. Moi je pense qu'on est trop loin de la vérité pour se lancer sur des polémiques, et je suis pour ci, je suis pour ça. Moi je pense qu'il faut qu'on attende d'avoir les chiffres, de bien réfléchir sur les possibilités qui sont les nôtres. Voilà, la modification du PLU nouvelle génération qui sera obligé d'être en compatibilité avec le SCOT, qui sera complètement obligé d'être en compatibilité avec le SCOT, nous obligera à faire certaines restrictions. Donc on n'est pas dans une démarche de construire à tout vent. Et moi j'ai pas d'opinion là-dessus en disant malheureusement ou pas malheureusement, sauf que comme vous l'avez rappelé, on a du mal à loger les jeunes et on est en train de créer nous-mêmes la spéculation qui est déjà très forte. Donc c'est pour ça que quand on dit on va faire un lotissement, et on aura l'occasion d'en parler sur la prochaine délibération, il y a cette partie de coopérative foncière qui va peut-être nous intéresser. Mais malgré tout, on est dans une situation extrêmement complexe, voilà, et sur laquelle personne n'a une vérité. Et ça touche toutes les communes. Oui, mais enfin, de toute façon, il faut quand même respecter, parce que moi, quand je vois Argelès, il n'y a plus une zone verte. Il ne faut pas tomber dans l'exagération non plus. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'on va faire. Moi, c'est ça. Je vais vous dire. Oui, c'est le juste milieu, comme disait monsieur, il faut trouver un juste milieu pour pouvoir essayer de conserver les deux par rapport à ce qui va être mis en place. Complètement, mais je voudrais juste rappeler à l'Assemblée qu'on est rentré dans une démarche ODD, Objectif de développement durable, et qu'on a fait beaucoup d'efforts, pour être vertueux. Alors, on n'est pas vertueux à 100% parce qu'on n'est pas parfait, mais je rappelle qu'une rivière où il y avait 300 voitures, c'est devenu une rivière où il y a des canards, peut-être un peu de moustiques, mais il y a de l'eau, il y a une vie, et on a renaturé cette rivière. Tous les aménagements qu'on est en train de faire, et on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines qui viennent, on est sur une démarche justement d'amener de la fraîcheur, des séances de fraîcheur, et de planter nos cultures. Donc on est en train de travailler. Mais c'est compliqué à Bagnols, parce que je prends la rue Jules Curie ou la rue du Richelieu, il y a beaucoup de cailloux, il y a beaucoup de. C'est dur, donc on ne peut pas planter. Contre qui s'abstiennent, je vous remercie. Le point 13, c'est un projet de délibération d'engagement pour l'élaboration d'un schéma directeur des eaux pluviales de la ville de Bagnols-sur-Mer. Et c'est un appel à projet des sols perméables sur nos villes et villages. Ça fait longtemps que c'est sur
c'est sur la table, de manière à ce que les communes se dotent de schéma directeur de nos eaux pluviales. On en a pour les eaux usées, on en a pour l'électricité, on n'en a pas pour nos eaux pluviales. Donc je pense que c'est absolument important qu'on fasse ça. Donc je vais vous lire quelques phrases significatives du considérant de ce projet. Donc, concernant que la ville de Bagnols-sur-Mer et plus largement le département des Pyrénées-Orientales connaissent une sécheresse exceptionnelle depuis 2 ans par son intensité et sa durée, considérant la nécessité de mettre en place une transition visant à développer des solutions d'adaptation du territoire et ses activités au regard des conditions climatiques contraignantes, considérant que le département des Pyrénées-Orientales lance un appel à projet des sols perméables pour nos villes et villages, visant à soutenir les collectivités dans cette transition. Et c'est cet appel à projet sur lequel on va répondre, et ce qui nous permet d'anticiper un peu cette démarche et de pouvoir avoir des financements justement pour lancer ce schéma directeur. Donc la ville souhaite notamment mener un travail sur les questions de l'imperméabilisation des sols et la végétisation des espaces urbains. Ça revient à confirmer ce qui a été dit précédemment. Et il sert de base pour définir une stratégie de gestion des eaux et de programmation des travaux associés. À noter que le financement de ce schéma directeur des eaux pluviales, d'un montant de 40 000 € est subventionné à 80% par l'agence de l'eau. Donc profitons-en maintenant pour le faire, parce que je ne suis pas persuadé que l'agence de l'eau continue à subventionner ce genre de démarche. Voilà. Est-ce que les personnes veulent intervenir? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. On a un sujet qui est le partenariat de la ville, le comité des Pyrénées-Orientales, la Ligue contre le cancer, donc ça va être présenté à 2 semaines. Donc, en novembre, on va faire la production et vous allez voir. Donc, nous avons commencé notre travail sur la lutte contre les mégots mal jetés et on continue cette sensibilisation. Et en parallèle, nous avons travaillé avec la Ligue contre le cancer et sur une préparation d'une loi qui a été votée mais dont il n'y a pas encore le décret d'application, qui est de créer des zones sans tabac, donc sur des plages et plus particulièrement également devant les écoles. Donc concernant les plages, nous avons déjà mis en place une partie de la plage en zone sans tabac, donc sur la droite. Voilà, donc ça va de l'embouchure de la Baïourie jusqu'à l'île Petite, derrière l'espace méditerranéen. Donc on a eu des retours, pas de critiques, plutôt des retours positifs. Donc cet espace-là est sanctuarisé. Excuse-moi, vas-y, compléter. On a choisi aussi cette partie de plage parce que c'est un espace quand même avec peu de profondeur et c'est quand même fréquenté par beaucoup d'enfants et de familles. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi quelque chose en zone test. On a pris cet endroit-là de la plage pour cette raison-là. Et peut-être que vous avez vu également le travail qu'on a fait avec le port, qui s'est beaucoup impliqué aussi cette année sur des actions et avec la Ligue également sur la prévention des cancers de la peau. Donc c'est un travail un peu général et le prochain sujet qui sera abordé, c'est le devant des écoles. Donc là, on souhaite vraiment impliquer les enfants, les institutrices pour la signalétique, les zones, et c'est un travail qu'on compte mettre en place avec le conseil municipal des enfants. Voilà. Je veux bien juste dire que voilà, ces 2 espaces sans tabac, l'objectif en fait c'est pas de faire des espaces de verbalisation, mais vraiment de faire des espaces où on sensibilise, où on explique voilà, que le bon usage c'est quand même plus sympa de ne pas fumer à côté des plus jeunes, ou des plus fragiles au sens large. Donc pas de verbalisation, de la sensibilisation,
il y a des espaces, donc il y a de la signalétique pour délimiter au sol et par le biais de panneaux les espaces concernés. Et dans tous les cas, les abords de ces zones sont équipés de cendriers pour qu'on puisse quand même fumer aux abords en toute tranquillité. Et juste ajouter aussi que du coup, c'est vrai que la ville, on s'intéresse beaucoup à protéger la biodiversité et on oublie souvent que nous aussi, on est la biodiversité et que finalement, on protège la plage des mégots, mais c'est pas mal aussi du tabac en tout cas, et c'est pas mal aussi d'essayer de protéger les plus jeunes, notamment du tabagisme passif. D'où voilà, le partenariat. Vous avez eu quelques retours et est-ce que c'est respecté, c'est pas respecté? Alors, les retours qu'on a eus, c'est, si vous regardez les commentaires qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est plutôt positif, c'est plutôt accueilli favorablement. D'autant plus dans la mesure où ça ne concerne pas toute la plage. Je pense aussi que ça, c'est un effet plutôt positif. Comment ? Pour l'instant, voilà. Encore une fois, un des axes stratégiques, on va dire, de ce projet, c'est aussi d'anticiper à l'avenir. Il y a cette loi qui est tombée au mois de novembre dernier. Bon, pour l'instant, pas de décret d'application comme l'a souligné Anne. On ne sait pas trop ce que ça va donner au regard de la situation politique actuelle. Mais il semblerait quand même que pour toutes les politiques de santé publique, etc., ce soit quand même une tendance qui devrait arriver au moyen terme. Alors après, de toute façon, une fois que la législation avancera aussi en ce sens, peut-être il y aura aussi une phase 2 où voilà, il y a encore quelques années on pouvait encore fumer dans les restaurants et les bars. Maintenant, voilà, c'est plus possible. Donc, quels seront les moyens mis à disposition pour dérouler cette loi? On ne le sait pas encore. Mais en tout cas, de notre côté, on essaie de prendre un petit peu les devants. Et en tout cas, sur ces deux zones un petit peu sensibles, l'idée c'est d'être un petit peu novateur. Moi, je peux parler des débats. Parler des débats, si tu veux, je peux parler des débats. Oui, je me rappelle de la période où, de ce que tu parlais, Hélène, quand on nous a demandé dans les bars d'arrêter de fumer. Je ne vous dis pas la polémique qu'il y a eu quand même au niveau des habitants, des fumeurs, je ne vous dis pas. Ça a été très compliqué pour le mettre en place. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que le retour en arrière serait impossible parce que les gens ne viendraient plus et ne voudraient plus aller dans les bars avec autant de fumée, surtout à cette époque-là. Je sais que le bar L'Atelier, il y a le bar Le Corsaire aussi qui sont associés, non, à ce... voilà. Pardon, fumer, enfin, du coup, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que, voilà, Hélène est venue avec Anne nous amener des cendriers pour justement éviter que les gens jettent souvent leurs mégots par terre, les sensibiliser en disant, bon voilà, vous venez demander un cendrier, on vous le donne. Voilà. Donc, c'est ça, en gros, la démarche. Voilà. Donc, on a fait un test, bon, apparemment, ça a l'air de bien se passer. Voilà. Donc, on continue comme ça. Et puis, bien sûr, parler sur toutes les tables pour éviter justement aussi de dire, tiens, on vous incite à fumer. Non, non, c'est pas le but, quoi. Voilà. Moi, je trouve que. Je trouve que il ne faut pas qu'on s'arrête à la loi. Au décret d'application. Qu'est-ce qui permet finalement les décrets d'application? C'est que ça devienne quelque chose verbalisable. Point. Là, on est dans quelle politique de santé, de prévention, on veut venir nous surmettre, finalement. Et je trouve que la démarche suivie est une bonne démarche. Il faut continuer. Et je vais faire une campagne de communication auprès des gens, comme ce qui a déjà été commencé. Peut-être aussi une campagne différente envers la population résidente, parce que c'est eux qui vont au restaurant l'hiver, tout ça. Parce que des fois l'hiver, on a plutôt tendance à un peu relâcher la pression parce qu'il y a moins de monde, etc. Non, c'est une bonne démarche. Et on ne peut pas verbaliser, ben voilà, on ne peut pas verbaliser. Mais c'est mieux d'avoir une pratique de conviction que de verbalisation, de mon point de vue en tout cas. Ah, donc juste dernier élément, c'est que cette campagne que nous avons mis en place, on l'a mis avec la société Alcon, et qu'elle est entièrement financée. Un coût de zéro à la méthodologie. Donc ça permet de continuer à être, sa continuité d'être dans tout ce que l'on fait pour préserver l'environnement et comme tu dis, nous aussi préserver nos enfants et les personnes politiques. Deux interventions.
Non. Donc je vous remercie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Voilà, un contre. Voilà, qui s'abstiennent. Merci bien. Ensuite, les projets de délibération, vous les avez 14, c'est ça. Vous avez la synthèse des décisions qu'on a prises de juin à septembre 2024 et la liste la liste des DIA que nous n'avons pas activée. Voilà. Donc le processus n'est pas terminé. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir sur les questions diverses? Oui, j'ai quelques questions à vous poser. Concernant le Paro, j'ai lu l'arrêté que vous avez fait avec le péri, et je me demandais pourquoi il n'y a pas les CELI, pourquoi il y a encore une personne en haut, parce que quand on glisse, il y a quand même un risque d'effondrement. Alors, il n'y a pas les CD parce que l'arrêté a été contesté par justement cette personne, qu'il y a plusieurs propriétaires d'appartements et il y a aussi des personnes qui exploitent un fonds de commerce au restaurant. Moi j'ai été très véné de prendre cet arrêté parce qu'on a coupé une activité de restaurateurs, de jeunes restaurateurs et d'une famille surtout de restaurateurs qui est respectable et je les ai consultés, leur expliquer. Ils étaient parce qu'ils sont toujours participants favorablement à la prise s'arrêter parce qu'ils étaient demandeurs aussi, compte tenu que ils étaient soulagés compte tenu des risques. Alors ils étaient pas en risque d'effondrement de l'immeuble, c'est pas ce qui est prescrit dans les conclusions de STER, mais il y a un risque surtout d'effondrement du plancher du restaurant et il y a des travaux à y faire relativement importants. On est dans une situation donc très complexe avec un recours qui a été fait sur le balcon, pour l'instant qui n'est pas tranché, et j'ai appris dernièrement qu'il y a un recours aussi sur l'arrêté de péri. Voilà, donc pour l'instant on a saisi le préfet de cet arrêté parce qu'il a une copie. Ils auraient dû procéder à des expulsions ou à la mise en sécurité, sauf que tant que les cours sont en cours, ça ne se fait pas. Et de toute façon, il appartient maintenant à l'État de procéder à l'évacuation de l'immeuble. Donc ça sera fait ou pas. Moi je pense que ça sera fait à terme, mais on est actuellement dans une démarche compliquée. D'accord. Votre question concerne ce qui a fait le bas cet été entre les employés communaux et les personnes handicapées. Je n'entends pas, excusez-moi. La deuxième question, ce qui a fait le receveur entre les employés communaux, enfin 2 employés communaux ou 3, je ne sais pas, et la personne handicapée, oui. Pour savoir vraiment ce qui s'est plus ou moins passé, s'il y a des sanctions ou pas, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Les personnes qui ont agi de telle sorte ont été reçues dans un entretien préalable pour connaître ce qui s'était passé, en tout cas leur version. Nous avons fait un communiqué pour expliquer le déroulement de la procédure et ils vont être convoqués pour une procédure disciplinaire dans un peu de temps. Dans quelques jours, ils vont être convoqués dans le cadre de mesures disciplinaires pour qu'on inflige une sanction, en sachant que publiquement, on ne dévoile pas la sanction mais elle sera significative. Et une dernière question, on m'a informé, mais bon, je voudrais savoir si c'est vrai ou pas vrai, on m'a dit que le 6 juillet à 8h30, vous étiez au port de la Mousse et que vous êtes injurié, vous êtes accroché avec une personne que vous auriez menacée. Que cette personne vous aurait envoyé un courrier. Là, cette personne a envoyé un courrier. Je pense qu'elle n'a pas bien compris ce que je lui ai dit et je n'ai pas l'habitude de menacer les gens. Donc pour moi, l'affaire est close. Par contre, puisque vous me donnez l'occasion, les personnes qui se cachent derrière leur ordinateur pour dire des monstruosités sur les gens, je dis des monstruosités parce que
Vous savez, ça fait longtemps que je fais de la politique, que je suis dans le circuit des conseils municipaux et compagnie. Donc, d'accord, pas d'accord, le combat politique, c'est pas le combat qui me dérange, ça me plaît même. Donc ça ne me dérange pas. Mais d'aller laisser supposer que Marie-Josée, ici présente, c'est ma maîtresse, que si on veut une place au port, il faut aller acheter une bouteille de vin chez Lolo, de mettre en cause mon intégrité au sein de ma famille, c'est pas acceptable. Donc j'ai certainement dit à ce monsieur que je n'acceptais pas ses propos, je ne l'ai pas insulté et je ne l'ai pas menacé. Mais par contre, c'est clair que je lui ai dit ma façon de penser. Et si je le retrouve, je lui redirai. Parce que je trouve que c'est pas acceptable. Moi, si on est dans un rôle de majorité-opposition, je ne m'attaquerai jamais à votre personne. Jamais. Ni à votre vie privée, ni à votre... De me faire attaquer comme ça. Moi, je vous signale que... Enfin, je vous signale pas. Je veux quand même dire à l'Assemblée que j'ai une famille. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Voilà, et qu'ils ne comprennent pas. Et qu'ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, et qui sont bien en cause. Voilà, donc ça c'est pas acceptable. Donc je vais dire à ce monsieur ma façon de penser. D'accord, après je veux dire au sein de nos discussions d'opposition, je pense même si je te monte et ça reste avec des gens humains, voilà, c'est comme un match. Non, moi je n'ai pas de souci avec vous, voilà, je pense que j'ai toujours été correct avec vous. Et vous l'avez été avec moi. Si on n'est pas d'accord, c'est... Non, mais c'est ça. Même dans un groupe... Mais la phrase, je vais pas la prendre, le débat c'est toujours constructif, l'invective, non mais ça c'est dit sur le tour de mais je le dis là maintenant, mais après ça se dit, ça se répète, ça veut dire que d'abord elle, Marie-Jo, elle n'est pas sereine par rapport à ça la dérange. Ensuite, nous on fait partie, on a le même âge, on est à l'école ensemble, on fait partie d'un groupe qu'on appelle la classe 54, donc on se trouve ensemble, on fait des repas, comme tout groupe, je suppose que vous avez vos amis, etc. Et dans ces réunions ou dans ces repas, bien sûr qu'il y a ma femme, bien sûr qu'il y a Marie-Jo. Alors bon, les choses sont claires. Et il n'y a pas de problème, mais ça laisse quand même toujours un sentiment d'amertume. Ça vient quelque part impacter ma vie personnelle, la sienne, celle de mes enfants. Vous croyez que c'est parce qu'on va boire un verre de rosé chez Lolo que l'on a une place au port? Vous croyez que je fonctionne comme ça? Enfin, c'est honteux de dire des trucs comme ça. C'est honteux. Et de l'écrire. Et en plus de l'écrire en laissant supposer. Parce que je peux vous dire que j'ai consulté les avocats de la commune, et pour l'instant, je n'arrive pas à les masquer. Et quand j'ai chauffé un, il pèlera, je peux vous le dire. Et je serai sans pitié. Ah, je vous le dis. Parce que c'est inadmissible. On peut, je le redis, on peut ne pas être d'accord, mais il n'y a aucun problème, mais de s'insulter, de mettre en cause la vie, l'honorabilité des personnes par rapport aux familles, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Je veux dire que vous avez toute la solidarité de notre groupe. Mais je vous en remercie. Parce que c'est le degré zéro de la politique. Bien sûr. La discussion, ça fait la construction. Et là, c'est vraiment... Je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est que l'engagement politique, l'engagement dans la vie d'une collectivité nous expose. Et que bien souvent, les gens, ils réfléchissent pas à ça. À cette exposition qu'on a, et on a tous nos fragilités, on a tous... on essaye de se construire une cuirasse, mais c'est pas toujours évident. Et moi j'ai lu des choses qui m'ont profondément choquée. Voilà. Heureusement que dans notre groupe, on est quand même très soudés. On s'entend tous très bien. Et franchement, ça nous aide beaucoup à supporter tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Voilà, merci. Je veux juste rajouter, puis on va reprendre ça. Sachez que même si vous êtes la majorité, notre opposition, on va voir si on a eu pas mal de réflexion. On va voir que vous êtes seul. On prend des décisions au moment où on est élu. Il faut s'attendre tout le temps à des retours.
Mais monsieur Martin, Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que vous avez un bonnet, ou que vous trompez votre épouse, ou que vous êtes un pervers. Ça n'a rien à voir. C'est ça le débat. Le débat, il n'est pas de savoir si on est pour ou contre. Le débat. Et puis, pour moi, le débat doit être correct. On est tous des gens respectables ici. On représente tous une population, des gens, des familles, des façons de vivre, etc. On peut le mettre d'accord, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Moi, je n'ai pas peur du débat, et je n'ai pas peur, non pas de la confrontation, même si le débat est vif. Mais je ne me laisserai pas jamais insulter ni ma femme, ni mes enfants, ni ma personne, ni les amis, parce que Marie-Jo c'est une vraie amie, mais amie, et c'est pas ma maîtresse, ça suffit. Quoi. Stop. Voilà, stop. Voilà. Je vous remercie à tous. C'est pour Madame Mansa. J'ai cru comprendre à la réunion de lundi que vous allez nous quitter au 1er novembre. Donc voilà, je voulais avoir une confirmation. Vous avez passé très peu de temps avec nous, ce qui est bien dommage. Oui, c'est vrai. Alors, non, ce ne sera pas au 1er novembre. Mais vous avez dit ça à la réunion. Oui, effectivement, je vais quitter mes fonctions. Je ne sais pas si j'avais spécialement envie d'en parler en service public, mais j'ai rien à cacher, donc il n'y a pas de souci. J'avais même d'en parler aux élus, mais plutôt en off. Effectivement, pour des raisons purement familiales. Certains l'ont croisé, un petit garçon de 5 ans ou comme ça. Je suis contrainte de partir à contre-cœur complètement, parce que j'étais très bien ici, professionnellement et personnellement, hormis que je n'ai pas la garde principale de mon petit garçon, ce qui n'était pas prévu. Donc je pars vraiment difficilement. C'est pour ça que d'ailleurs je suis un peu émue en parlant, parce que je suis pas venue ici pour rester aussi peu de temps, et en plus je pars difficilement parce que j'ai un super maire, j'ai des super équipes, on a des beaux projets, c'est un territoire attachant qui est magnifique. Donc voilà, en fait je trouve peu de points négatifs pour me motiver à partir. Si ce n'est effectivement de pouvoir familialement corriger une situation qui est juste invivable. Bon, je vous remercie, mais c'est vrai que ce sera désolé de vous voir partir. Voilà. Oui, merci, c'est dommage. Merci. Moi aussi, je suis pas à regret. Peut-être vous reviendrez. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée. Allez.